Bonsoir à toutes et à tous et merci encore une nouvelle fois d'être présents ce soir. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle saison et ce nouvel épisode, oui, de Social Media and Strategic Trust. C'est un rendez-vous pour la communication digitale auprès des entreprises, des secteurs à forte exigence de confiance. Je suis Michèle Audrey-Béala, fondatrice de la structure Digimedia Pro et également consultante en social media et marketing auprès des PME structurées, mais également des organisations, notamment les banques, les assurances et les microfinances. J'ai d'ailleurs une dizaine d'expériences dans le domaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est important et essentiel. Mais avant cela, je voulais rappeler que lors de la saison 1, nous avions abordé divers thèmes, notamment le contenu. Nous avions parlé également de perception et aussi de campagne digitale, campagne bancaire digitale. Aujourd'hui, dans cette saison 2, nous allons aborder d'autres réflexions. Nous allons parler de perception, nous allons parler d'humanisation et aussi d'inclusion et d'accessibilité. Il faut savoir que de nos jours, beaucoup d'organisations investissent dans le digital. Et bien qu'elles y investissent, qu'elles publient régulièrement, qu'elles sont présentes sur plusieurs plateformes, elles ont, pour certaines, malgré tout, progressivement des pertes en termes de confiance et même de proximité de leurs clients. C'est pourquoi ce soir, dans cet épisode, nous allons essayer de répondre à une question. Comment éviter que la digitalisation crée justement cette rupture émotionnelle avec le client? Pour le faire, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Kouri Otniel, qui est spécialiste social media. Donc, je disais, j'ai le plaisir d'accueillir Kouri Otniel, que vous voyez. C'est un spécialiste social media avec une expérience de 7 ans dans le secteur bancaire en Côte d'Ivoire. Et ce soir, nous allons aborder sous divers angles justement le thème humaniser la banque digitale. Kouri, je te laisse te présenter brièvement et puis nous entrerons dans le cœur du sujet. Merci. Donc, bonsoir à tous et bonjour à ceux qui regarderont le replay. Moi, c'est Kouri Otniel. Alors, je suis chargé marketing, je suis dans le domaine du marketing digital depuis maintenant, on va dire, 9 à 10 années. Je suis en Côte d'Ivoire et je suis aussi consultant en marketing digital. Donc, j'ai été social media manager pour 2 banques en Côte d'Ivoire pendant plus de 7 années. Et j'ai été à la charge de vraiment m'occuper de tout ce qui est digital, mais pas seulement parce qu'il fallait aussi s'occuper ou prendre en considération tout ce qui est humain, tout ce qui est relation client, tout ce qui est proximité et tout ça. Donc, c'est dans ce sens-là que ce soir, nous sommes réunis pour parler d'un thème qui concerne la banque et qui est vraiment propice parce que tout ce que je vais expliquer, tout ce dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment des choses ou des faits qui sont basés sur ce qui est avéré et aussi sur mon expérience dans les banques que j'ai fait avec des actions concrètes que j'ai menées et tout ça. Donc, voilà, c'est un peu ça mon parcours. J'ai fait plusieurs entreprises, tant dans le domaine de la finance. J'ai eu aussi à travailler avec des entreprises à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et là, aujourd'hui, je suis responsable communication dans une entreprise de la place. Donc, brièvement, voici un peu mon parcours. Alors, on va maintenant évoluer ensemble. Donc, vous aurez le temps aussi de poser les questions et puis de pouvoir comprendre le thème qu'on va développer. Et puis, voilà, je souhaite que notre moment soit un moment riche, un moment de partage, un moment aussi d'interaction où vous pourrez aussi intervenir et tout ça. Et ensemble, on va démystifier beaucoup de thèmes, beaucoup de choses et voir les possibilités qui s'offrent à nous pour le digital concernant le domaine bancaire. Merci Kouri pour cette belle présentation. On va entrer dans le vif du sujet
Et pour commencer, on va revenir un peu à la base même de la relation bancaire aujourd'hui, c'est-à-dire la proximité. Moi, j'aimerais savoir comment recréer la proximité dans une relation digitale. OK. Alors déjà, il faudrait savoir que le client, il veut avoir une perception différente de ce que nous voyons généralement. Le client, il veut être compris. Le client, il veut avoir une interaction avec sa banque, avec son gestionnaire. Pour créer une proximité, ça va dépendre ou ça va être effet de plusieurs facteurs. Déjà, le fait de pouvoir personnaliser, de pouvoir traiter un client comme une personne et non comme un chiffre. Pendant que j'expliquerai, je donnerai aussi des exemples concrets que j'ai eu à vivre. Par exemple, quand j'étais à la banque à UBA Côte d'Ivoire, le fait de traiter les clients, par exemple, en les appelant par leur nom ou par leur prénom, ou le fait de pouvoir, lorsque, on va dire quoi, il y a des anniversaires ou il y a des situations qui sont proches ou qui sont propres aux clients, la banque, que ce soit par le service client ou même par le service de la communication, arrive à pouvoir interagir avec le client, apporte une certaine proximité. Parce qu'on va voir que la majorité, ou on va dire, ce n'est pas un état d'esprit ou bien une pensée de pouvoir vraiment gérer tout ça. Il faut aussi le dire, il y a beaucoup de clients. Pour une banque, par exemple, qui a beaucoup de clients, ce n'est pas évident de le faire. Mais si on part déjà sur la base d'un pourcentage, le fait de pouvoir arriver même à traiter ces personnes-là comme des êtres humains, que ce soit au niveau des mails, que ce soit au niveau des messages. Je me souviens, par exemple, lorsqu'on envoyait des messages aux clients pour leur dire joyeux anniversaire, ils étaient vraiment surpris de savoir que la banque se souvient de leur anniversaire. C'est déjà, par exemple, quelque chose qui apporte de l'empathie, qui montre que le service financier ou le banquier n'est pas là juste pour mon argent, n'est pas là juste pour que je vienne souscrire à ces polices d'assurance, n'est pas là juste pour pouvoir me faire avoir des prêts et tout ça. Il s'intéresse à moi. Et c'est un sentiment d'appartenance qui se crée. Et sur les réseaux sociaux, par exemple, le fait de pouvoir être proche des clients par la rapidité, par le fait de pouvoir, dès qu'un client demande une information ou dès qu'un client soumet une préoccupation, soit le gestionnaire, le community manager ou même le service en charge de l'expérience client arrive à répondre aux clients dans les temps qui suivent, à ne pas apporter une réponse automatique 100%, mais plutôt avoir de l'émotion, parce que derrière l'écran, c'est aussi une personne. C'est aussi une personne comme toi qui est derrière l'écran. C'est une personne comme toi qui vit, qui a besoin d'une information pour un sujet bien précis. Donc, le fait de pouvoir avoir ces petites choses-là au quotidien font que la perception d'un client ou d'un prospect sur une banque comparée à une autre banque ne sera jamais la même. Vous allez voir que les personnes qui, par exemple, lorsqu'on fait des sondages, ils disent je préfère telle banque à telle banque, on va dire de base toutes les banques ou bien le service est le même, c'est-à-dire que ce soit les services de compte épargne, toutes les ouvertures de compte et tout ça. Mais qu'est-ce qui va différencier telle banque de telle banque en dehors de la qualité? C'est la manière dont le client se sent quand il interagit, quand il écrit même sur le message, bien sur les messengers. Comment il est reçu? Est-ce qu'il est reçu directement par un robot ou bien est-ce qu'il est pris en main par quelqu'un qui demande par exemple comment il va, comment on peut l'aider et tout ça. Donc, recréer la proximité passe par de petites choses additionnées l'une à l'autre qui font qu'un client se sent plus en sécurité et plus émotionnellement attaché à une banque que d'autres institutions financières. Et c'est un exercice qui est quotidien. Ce n'est pas un exercice ou bien une chose à faire juste un jour et abandonner le second jour, ainsi de suite. Parce que, on va dire, un client qui est satisfait, on n'a pas besoin de faire de la publicité. Lui-même, il peut ramener sa famille, il peut ramener ses amis, il peut ramener plus de personnes parce qu'il parlera bien de l'entreprise ou de la banque autour de lui. Super, merci pour ce premier retour. Bon, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital, mais quoi qu'on dise, on entend souvent dire que le digital détruit la relation client. Moi, je me demande, est-ce que c'est le digital le problème ou plutôt la manière dont il est utilisé? Le digital
selon toi, est-ce que ça tue vraiment la relation client? Le digital ne tue pas la relation client, mais le digital mal utilisé arrivera à tuer une relation client. Je m'explique. De base, le digital, comme on est en train de le dire, va servir à recréer une proximité. Mais quand on utilise le digital avec, par exemple, que de l'automatisation, sans avoir une personne derrière qui prend le relais, sans avoir une personne qui arrive à sentir l'émotion, qui arrive à parler à quelqu'un comme si ce n'est pas pour juste avoir son argent, vous allez voir que l'instant de l'échange ou l'interaction avec une personne dans ce sens-là fera que la personne sera plus proche. Par exemple, moi, quand j'ai eu à gérer les banques dans lesquelles j'étais, j'utilisais le digital pour pouvoir me rapprocher plus des clients avec ce qu'on appelle, j'utilisais plus sur Facebook, par exemple, l'histoire des super fans. Par exemple, je pouvais faire des publications ou bien gérer un plan de communication dans lequel j'intégrais les super fans. Les super fans, en fait, sur Facebook, ce sont des personnes qui interagissent avec la page, avec les réseaux sociaux de la page. Et par l'interaction, l'algorithme fait en sorte qu'ils aient un badge de super fan qui montre qu'ils sont beaucoup en train d'interagir. Donc, je me suis dit, OK, ces personnes-là, par exemple, qui interagissent beaucoup avec la banque, pourquoi ne pas faire quelque chose avec elles? Et j'ai mis un plan d'action sur lequel je récompensais, par exemple, 2 personnes qui étaient super fans par semaine. Et ce que j'ai remarqué, c'est quoi? C'est que déjà, le fait de pouvoir être super fan, c'était parce que dans mon plan ou même dans ma stratégie, dans mon calendrier éditorial, les types de contenus que je mettais étaient des types de contenus qui n'étaient pas, on va dire, 100% commerciaux. Parce qu'il y avait aussi des contenus à caractère éducatif, il y avait des contenus à caractère d'engagement et tout ça. Donc, j'alliais plusieurs paliers de contenus. Et donc, quand je fais en sorte que les super fans ils soient récompensés, automatiquement, les personnes qui se sentent super fans se sentent importantes. Et elles se disent, ah, tiens, la semaine prochaine, je risque, mais je peux être aussi récompensé. Et ce n'était pas des récompenses virtuelles, c'était des récompenses physiques. Ou par exemple, je disais, je sélectionne 2 super fans et je leur dis, rendez-vous à la banque la semaine qui suit, mais le jour qui suit, pour votre lot. Et les personnes venaient et je leur remettais des lots, des gadgets et tout ça. Et je prenais des photos pour montrer justement que c'est réel et nous ne sommes pas que là pour votre argent. Nous sommes là aussi pour votre bien-être et tout ça. Donc, le fait de pouvoir faire ça a augmenté mes statistiques parce que des personnes qui rencontraient ou qui découvraient la page voulaient aussi devenir super fans pour pouvoir avoir aussi des gadgets et tout ça. Donc, le digital, en fait, quand il est utilisé pour se rapprocher avec l'empathie, avec le fait de pouvoir se mettre en avant, avec le fait de pouvoir, même s'il y a l'automatisation, prendre aussi le relais, pour pouvoir donner sa voix, pour pouvoir montrer que nous sommes présents pour le consommateur, nous sommes présents pour le client, nous sommes présents pour celui qui est en face de nous. Ça fait que la personne qui est au bout de l'écran ne se dit pas je m'en vais encore être répondu par un ordinateur ou même par un bot, mais il sait que par derrière, il y a quelqu'un qui est sur son téléphone, qui regarde tous les messages, toutes les notifications et qui est prêt à pouvoir répondre, à pouvoir interagir, à pouvoir même aider sur le faux. Petite anecdote, il y a un client par exemple que j'ai eu à aider comme ça, en sortant carrément du cadre, on va dire, du cadre vraiment, tout ce qui est carré. C'est-à-dire, le client en question avait un souci avec sa carte bancaire. Il devait faire un paiement et il n'arrivait pas à faire le paiement. C'était pour sa scolarité. Et s'il ne faisait pas, il allait avoir des problèmes, il allait pouvoir même être envoyé parce qu'il devait suivre les cours et tout ça. Donc, quand il a interagi avec la banque, il a commencé à demander comment on peut l'aider parce qu'il a des soucis et tout ça. On m'a dit quoi? De manière générale ou bien de manière normale ou bien de manière tellement qu'on a beaucoup de choses à faire, on pourra dire que j'aurais pu lui dire, ah, voici le lien, allez-y voir comment réinitialiser votre carte ou bien comment faire ceci, comment faire cela et passer à autre chose. Mais quand il m'a expliqué le problème, je me suis dit, tiens, ça c'est quelque chose que moi aussi je peux être dans la même situation demain. Et c'est quelque chose qui n'est pas, c'est quelque chose de grave, de sérieux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti voir ma direction pour lui demander, est-ce que pour ce client précis, on ne peut pas faire quelque chose?
C'est-à-dire, en dehors de dire, tiens, voici le lien, réinitialise, ou bien attends dans 2 semaines, dans 1 semaine, est-ce qu'il n'y a pas un acte qu'on peut faire pour l'aider parce qu'il est dans une situation vraiment délicate? Et avec les échanges, avec mes arguments aussi montrés, on a pu aider le client à faire son paiement par derrière, à faire le remboursement. Donc, le client, il a pu payer sa scolarité, il a pu rentrer en cours, il a pu faire tout ce qu'il faisait. Et c'était quelque chose de, on va dire, je ne dirais pas du jamais vu, mais quelque chose qui apporte une valeur en plus par rapport à toute autre personne. Et c'était un moyen, j'étais vraiment satisfait de cette situation-là, parce que j'ai réussi à aider quelqu'un d'un autre pays à pouvoir avoir une proximité encore plus avec sa banque à distance. Là même, c'était encore dans un autre pays en dehors de la Côte d'Ivoire. Et il y a plusieurs exemples de ces genres de cas-là. Donc, le digital, quand il est utilisé de cette manière-là, il devient plutôt un allié, il devient une force pour un client, pour un prospect, pour des personnes même qui ne connaissent pas l'entreprise ou la banque. Et ça permet de pouvoir encore augmenter la perception, augmenter l'image que des personnes ont de la banque. Et c'est tout bénéfique pour l'entreprise, bien sûr. Merci. Je retiens dans tous les cas que c'est la façon d'utiliser le digital qui est très importante et qui fait toute la différence. Clairement, on constate la disparition progressive du contact physique. Ça change profondément les codes de la relation bancaire. Et on constate aussi que pour certaines, les agences disparaissent. Quand on prend le cas, par exemple, de ces banques-là qui, de plus en plus, dans certains endroits, n'ont plus d'agence physique, est-ce que tu pourrais nous dire ici comment une banque peut rester humaine dans ce cas-là? Comment une banque peut rester humaine sans agence physique? OK. Alors, on peut faire des sondages, on peut faire des recherches et tout. Il y a des entreprises ou il y a des banques qui n'ont pas d'agence physique, mais qui sont parfois plus proches de leurs clients que celles mêmes qui ont des agences. Il ne s'agit pas vraiment ici de, on va dire, d'avoir l'agence et de mettre tout le paquet pour qu'à la fin, lorsque l'expérience client, elle se manifeste, elle est mauvaise. Parce que le client, quand il va venir en agence, que ce soit une agence, 2 agences, même si ce n'est que le siège, la manière dont il sera traité, déjà depuis l'accueil, ensuite au niveau des personnes qui vont interagir avec lui, au niveau même de la sécurité, au niveau même des personnes qui vont l'accueillir et tout ça, jusqu'à arriver à, on va dire, le département, par exemple, de communication, ou bien le département pour lequel il a rendez-vous, c'est une expérience client qui est suivie étape par étape. Donc, ce point-là, en fait, ce volet-là, il va s'agir, en fait, de pouvoir être émotionnel, ou bien de pouvoir apporter de l'émotion, ou bien de pouvoir apporter de l'empathie, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure. La banque ou l'entreprise qui, même si elle n'a pas des agences, elle n'a pas plusieurs agences, mais qui arrive à avoir un ton, qui arrive à avoir une manière de parler, d'échanger, une manière de répondre, que ce soit par le mail, que ce soit par les SMS, que ce soit par les réseaux sociaux, de pouvoir avoir une certaine présence avec le client permettra à ce client de se rapprocher ou d'être plus proche que même si l'entreprise, la banque n'a pas plusieurs agences. J'ai par exemple été dans la deuxième banque dans laquelle j'étais, qui n'avait pas beaucoup d'agences. Mais avec la proximité ou avec le fait de pouvoir être présent pour l'interlocuteur, pour on va dire quoi, le prospect ou le client, faisait que il n'y avait pas vraiment, c'est vrai que souvent les clients, ils veulent se déplacer physiquement pour faire une opération et tout, mais pallier à ça, c'est les systèmes de produits digitaux, qui est le système qui va être mis en place, que ce soit l'application, que ce soit les push and pull et tout ça, qui vont permettre aux clients de pouvoir dire, OK, l'entreprise n'a peut-être certes pas beaucoup d'agences ou beaucoup de présence dans le pays, mais la principale ou bien la source principale qui me permet de pouvoir échanger avec eux, je me sens bien. Comme si même j'étais en agence. J'arrive à avoir quelqu'un à qui parler. J'arrive à avoir un gestionnaire ou bien une personne que je suis sûr que si j'appelle, je peux parler à la personne sans qu'il n'y ait une option de dire que la personne, par exemple, elle n'est plus là et on ne sait plus qui est ton nouveau gestionnaire ou bien on ne sait plus qui est ton nouvel interlocuteur et tout ça. Ces petits éléments-là, quand ils sont associés, permettent aux clients
ou permettre à la personne qui est en face de pouvoir se dire, même si je n'arrive pas à me rendre sur place, mais le fait de pouvoir tout gérer à distance et de ne pas être entravé ou de ne pas être bloqué fait que j'arrive à quand même avoir une proximité et à quand même être proche de ma banque et de pouvoir arriver à tout faire. Là, par exemple, on va parler des applications mobiles. Si je n'arrive pas à me déplacer pour aller faire un retrait, pour aller faire un dépôt, mais que par l'application, je peux connecter ma banque à, par exemple, mon service mobile money et que je peux faire des retraits sans difficulté, c'est top. Si j'arrive à faire mon retrait et que j'ai une difficulté et que j'arrive par l'application à joindre quelqu'un et je suis sûr qu'il y a quelqu'un de disponible quand je serai dans le pétrin, et que quand j'appelle la personne, effectivement, j'arrive à être dépanné, c'est top. Ça fait que ces frictions-là permettent, euh, font que la personne qui n'arrive pas à aller dans les agences ou de dire que l'entreprise n'a pas beaucoup d'agences, mais arrive quand même à pouvoir se dire, même si je ne me déplace pas, je sais que je peux compter sur ma banque parce que leur service digital est top. Il y a plusieurs banques ici qui ont réussi à mettre ce niveau-là avec la barre haute, qui font que même si tu n'arrives pas à te déplacer physiquement, le simple fait de pouvoir interagir, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien même à l'intérieur des applications mobiles, font que tu ne sens pas que ce point-là ou bien cette difficulté-là existe. Et c'est ça, ce point-là, en fait, que toutes les banques doivent arriver à pouvoir faire. Au final, il faut que le client, même si tu n'as qu'une seule agence ou bien tu n'as que le siège, et puis se dire, le simple jour où je vais au siège, je suis accueilli comme un roi. Le simple fait que j'arrive à, ou bien je n'arrive pas à venir, mais que j'ai une difficulté, je sais que quelqu'un derrière le téléphone, par exemple du nom de X, est toujours là pour moi. Quelqu'un au bout du téléphone n'est pas là en train de me dire, oui, qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est pas disponible. Allez-y à la maison. Non, l'écoute. Quelqu'un doit être en train de t'écouter. Bonjour monsieur, comment vous allez? Excusez-nous. Tout ça, la tempérance même dans la voix. Et tout ça, c'est des étapes. Ça va passer au niveau du service client, ça va passer au niveau de l'accueil et ça va passer jusqu'à arriver à la communication qui va dire, OK, par exemple, tel nombre de clients se sont plaints parce qu'ils appellent, ils n'arrivent pas à avoir telle situation ou solution. Qu'est-ce qu'on fait par derrière? C'est ça qui va faire que l'expérience va être transformée et va faire que le client se sentira à l'aise et même ne sentira pas qu'il n'y a pas beaucoup d'agences et la proximité sera toujours au top. D'accord, c'est très intéressant ce que tu dis. Euh, Tu nous as fait clairement, dans tous les cas, comprendre qu'il y a bel et bien certaines banques qui arrivent à garder justement le côté humain auprès de leur clientèle. Donc, elles arrivent à garder ce sentiment de proximité en ligne. Et tu nous disais un peu tout à l'heure que ça repose souvent sur certains détails, je suppose certains détails subtils. Est-ce que tu peux revenir sur les signaux qui donnent justement cette impression de proximité en ligne? Alors, les signaux qui vont donner un sentiment de proximité, déjà, il y a le temps de réponse. Il faudrait qu'on se dise la vérité, quel que soit, et même que ce soit en dehors de la banque ou bien dans une autre entreprise, le temps qu'on accorde à répondre à un client change tout. Si je suis dans l'embarras, je suis dans le pétrin, je suis dans une situation que j'ai besoin de parler à un conseiller client, j'ai besoin de parler à un community manager, j'ai besoin de parler à quelqu'un pour m'aider et que j'écris et je reçois une réponse une heure après, ça va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Parce que je me dis, si déjà vous avez activé l'option d'envoyer des messages, c'est que on va vous envoyer des messages et vous êtes prêt à répondre. Deux, si on vous envoie des messages, c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui est supposé être présent pour répondre aux messages et pour satisfaire mes demandes et mes requêtes. Et lorsque j'écris et que je ne reçois pas le message, même si c'est un message automatisé, mais au moins que je peux je vais dire si par exemple j'écris et que je reçois un message automatisé, mais que par derrière, j'ai besoin de parler à quelqu'un, il faut que je puisse avoir quelqu'un au bout, on va dire, du téléphone pour pouvoir parler. Parce que c'est le fait de pouvoir parler justement qui montre que l'entreprise, cette banque-là, elle met en avant le volet humain. Elle met en avant le le volet client plutôt que le volet quelqu'un qui est juste là pour apporter du chiffre. C'est vrai que l'entreprise est une entreprise commerciale qui cherche à faire du chiffre, mais lui qui va t'apporter ce chiffre-là, c'est un être humain que tu dois connaître. Donc,
la réactivité. Il y a aussi les petits gestes, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, qui font les petits messages, par exemple, ces messages de bon anniversaire, ces messages de bonne semaine. On peut avoir, par exemple, des campagnes SMS, des campagnes email, qui ne vont pas forcément montrer nos produits et services, mais qui vont, par exemple, on va dire quoi, parler des choses de la vie, mais dans lesquelles la banque s'intéresse et montre qu'elle apporte aussi un apport par rapport à tout ce qui est économique. Ça montre que au dehors même du volet que la banque montre pour juste gagner de l'argent, il y a le fait que la banque a une oreille active, a une perception de ce qui se passe autour. Et c'est tous ces points-là qui vont faire que quand moi je viens vers toi, mais quand je viens vers ma banque, je suis content. Parce qu'il y a aussi ça, vous pouvez faire même des demandes. Il y a des personnes qui ont dit, je suis content de partir vers ma banque. Parce qu'il se sent bien, il est bien traité, il est bien accueilli, que ce soit au niveau même dans l'entreprise, mais dans la banque. Le système d'accueil, le fait de prendre un ticket, le fait de pouvoir respecter l'ordre, le fait de pouvoir arriver même à la caisse, parce qu'il y a le digital qui est inclus avant d'arriver vers le physique, qui est le caissier, mais qui est la personne qui va interagir avec lui. Donc, toutes ces étapes-là, font que à un moment, les personnes vont dire, je préfère telle banque à telle banque. Et quand on va te demander pourquoi, quand ils vont citer ces petits gestes-là, ce sont des petits trucs qui peuvent paraître anodins, qui peuvent paraître juste futiles, qui peuvent paraître, qui vont dire, mais on n'a pas le temps de ça. Mais c'est justement le fait de dire, on n'a pas le temps de ça, et l'autre dit, ok, je vais le faire, qui fait que l'autre arrive à glaner des clients, arrive à glaner des personnes, arrive à avoir encore plus de clients, même si c'est un client. Parce qu'on va dire c'est 1 plus 1 qui font 2. Même une simple cliente, on va dire, qui est commerçante, ou bien qui épargne son argent et tout ça. Le fait de pouvoir être proche d'elle, le fait de pouvoir même appeler. Parce que quand on parle aussi de digital, on va parler aussi de quelqu'un qui est derrière, que ce soit l'automatisation ou bien le fait de pouvoir interagir sur les réseaux, mais aussi le fait de pouvoir avoir par derrière un gestionnaire, de pouvoir avoir un conseiller qui est là pour le client ou la cliente. Ce gestionnaire, ce conseiller-là, est-ce qu'il est proche de la personne? Est-ce qu'il prend des nouvelles, par exemple? Est-ce qu'il même il arrive à pouvoir parler souvent avec la personne de projets d'investissement et tout ça, en dehors de dire apporte ton argent, viens, tu vas prendre un prêt. Donc, c'est tous ces points-là qui font que, additionnés, ils font un changement et ça change la donne d'une banque à une autre. Ben, très bien, merci pour ces premières clés que tu nous as délivrées. On comprend clairement que aujourd'hui, on investit dans le digital. Beaucoup d'organisations le font, mais aussi, ce qu'on comprend, c'est que perdre progressivement la confiance ou la proximité de ses clients, ce n'est pas une fatalité. Il y a une façon de faire pour garder cette proximité-là. Je voulais rappeler pour tous ceux qui sont présents que les formulaires d'inscription que vous avez remplis vous permettent de pouvoir avoir accès, comme à la saison 1, à tous les épisodes de cette nouvelle saison de Social Media and Strategic Trust. Donc, vous recevrez à chaque fois par mail les informations et les rappels pour être présent pour ces sujets-là qui touchent aujourd'hui la communication digitale dans les secteurs à forte exigence de confiance. Nous sommes présents, parlant de Digimedia Pro, sur LinkedIn. Nous avons une page LinkedIn. Nous sommes présents sur YouTube et sur TikTok. Sur YouTube, vous aurez à chaque fois après les annonces sur LinkedIn et TikTok, les replays qui seront disponibles. Alors, dans cette deuxième partie, Kouri, nous allons parler un peu de ces autres institutions qui donnent encore l'impression d'être très institutionnelles. Elles sont très froides, elles sont distantes. Pourquoi est-ce que certaines banques paraissent froides sur les réseaux? Alors, de ce que on va dire quoi, j'ai remarqué ou bien j'ai eu à voir, c'est qu'il y a beaucoup qui fonctionnent vraiment comme des institutions sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en fait, fonctionnent comme des endroits de conversation. À la base, les personnes, ou bien vous et moi, nous sommes sur les réseaux sociaux, pas pour consommer forcément du produit, pour se divertir, pour se distraire, pour pouvoir rigoler, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir
vivent une émotion. Donc, la majorité ou bien celles qui sont dans ce cas-là sont dans ce cas parce qu'il n'y a rien où c'est trop rigide. Par exemple, le fait d'adopter un style de communication avec du storytelling, ça change la donne. Et c'est une erreur que j'ai eu à commettre et je me suis vite rattrapé justement quand j'étais en banque. C'est-à-dire, j'étais dans la même dynamique de communiquer les produits et services. C'est-à-dire, le matin, je me lève dans mon calendrier éditorial, je te présente que mes produits. Les produits de la banque, les services, viens acheter, ouvre ton compte, voici le taux d'intérêt et tout ça et tout ça. Et à un moment, j'ai commencé à dire, bon, ok, essayons d'adopter une autre technique. Et si on parlait à l'humain? Et si on leur expliquait des choses? Et si on leur montrait des choses en dehors même des produits et services? Et j'ai remarqué que les choses ont commencé à évoluer. Parce que quoi? Lorsque on parle à quelqu'un et on utilise par exemple du storytelling, le fait de pouvoir raconter une histoire, on peut le faire en même associant les produits et services. On peut donner des contenus éducatifs. On peut même faire des contenus à caractère engageant. Et le truc, c'est quoi? C'est que ce n'est pas de se focaliser que sur des contenus, mais les piliers de contenu qui ne font que parler de la promotion de nos produits et services. Par exemple, moi, je pouvais être là comme ça. On va dire quoi? Il est quelle heure? Il est 19h40, 48 à Abidjan. À cette heure-là, par exemple, normalement, un community manager ou bien un chargé de communication, il n'a encore rien à faire sur la page de l'entreprise. Il est en train de, on va dire, comme on le dit à Abidjan, faire son PA. Je pouvais être là comme ça et puis je crée un post sur les réseaux sociaux. Soit je peux dire, par exemple, comment se passe ton week-end, ou bien je peux dire, qu'est-ce que tu as fait de ta journée, ou bien je peux dire, je sais pas, en tout cas, je faisais des posts spontanés qui faisaient que les personnes qui étaient sur la page, qui réagissaient sur la page, se sentaient impliqués. Parce que c'est ça aussi, comme je le disais, sur les réseaux sociaux, il faut montrer que ce n'est pas juste la banque ou bien l'entreprise qui parle. Il faut donner la parole aussi. C'est une plateforme d'échange où je parle et tu parles. Et le fait de pouvoir poser des questions, le fait de pouvoir montrer autre chose que des produits et services font que les personnes qui sont connectées, elles sont plus impliquées dans la communication et dans la gestion des réseaux avec l'entreprise. Aujourd'hui, on va voir que une entreprise se lève du matin au soir, ce ne sont que des posts produits qui sont sur la page. Sur LinkedIn, ce ne sont que des posts produits. Sur Instagram, ce ne sont que des vidéos ou des images Instagrammables produits. Bon, à un moment, en fait, il n'y a pas de différenciation entre toi et l'autre parce que vous ne faites que la même chose. Moi, par exemple, sur LinkedIn, ce que je faisais à un moment, c'est que je ne postais, même si je devais poster des produits, je postais des éléments qui mettaient en avant le personnel, l'humain. Et ça, c'est quelque chose qui va toujours être la base, l'humain avant tout. Le fait de mettre l'humain, c'est-à-dire quand je dis l'humain, l'homme, une photo de moi, une photo de toi, une photo de la directrice, une photo du sous-directeur, une photo même, on va dire quoi, de quelqu'un qui est en train de travailler. Ça fait que les personnes qui consomment le produit, qui consomment plutôt le contenu, voient des visages humains. Ils se disent, ah, ok, tiens, la banque, elle ne pose pas que des produits et services. Elle nous montre par exemple les employés, elle nous montre par exemple on va dire quoi, des conseils, par exemple comment épargner, ou bien on va dire quoi, comment préparer l'avenir de votre enfant. Ces genres de choses-là qui font que on sort du cadre conventionnel et on arrive dans un cadre dynamique où on arrive à interagir et à intéresser notre public. Parce que tout le public, mais tous ceux qui viennent sur la page ou sur les pages, ils ne font que consommer parce qu'ils ont un besoin, par exemple. Mais après, c'est ça en fait la grande question. Quand ils ont fini de consommer parce qu'ils ont un besoin ponctuel, après les besoins ponctuels, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils reviennent sur la page? Est-ce qu'ils abandonnent la page? Est-ce qu'ils n'interagissent plus avec la page? Et toi, ta portée, quand tu fais tes statistiques, tu vois que la portée, elle diminue. Donc, l'entreprise ou la banque doit comprendre que, c'est un humain qui gère les réseaux sociaux. C'est un humain qui gère la caisse. C'est un humain qui gère la sécurité. C'est un humain qui gère tous les postes sont gérés par des humains, pas des robots. Donc, l'humain a des émotions. L'humain doit dégager l'émotion pour que son environnement aussi sente qu'il y a l'émotion qui vient d'une personne. Donc, l'émotion se traduit soit sur le digital par le fait de pouvoir communiquer et ne pas simplement parler de nos produits et services, soit même en présentiel, quand tu viens en agence, le fait que l'empathie qui se dégage de l'humain qui
qui te reçoit, ou bien qui échange avec toi, fait que tu te sens à l'aise. Parce que la personne, par exemple, qui écrit un message pour dire « Bonjour, je vais venir ouvrir un compte. Est-ce que je peux savoir vos agents sont localisés où ça ?» Ok, super. Bonjour, bienvenue à la banque. J'espère que vos journées se passent bien. Nous sommes contents de savoir que vous voulez ouvrir votre compte avec nous. Vous allez faire un bon choix. Pour toutes nos agences, la localisation de toutes nos agences, voici le lien. Où habitez-vous? J'habite par exemple à Treichville. Ah, d'accord. À Treichville, vous serez bien situé pour arriver à notre agence qui est par exemple à Treichville, telle zone. C'est plus proche de vous. Ah, super. Il sait que je suis à Treichville. Il me ramène vers une agence qui est plus proche de moi. Top. Arrivé à Treichville, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va rentrer et il va être traité de manière froide ou bien est-ce qu'il va traiter de manière chaude telle que sur le digital, on a traité? Quand c'est comme ça, c'est une continuité des services, c'est une continuité d'expérience et ça fait que l'expérience client, quand elle est manifestée du digital jusqu'à arriver en présentiel, elle est au top. Et ça fait que le client est satisfait. Un client qui est satisfait, il fait déjà ta promotion sans que tu fasses de la publicité et sa promotion ramène plusieurs personnes. Donc, il faut adopter en fait sur les réseaux sociaux ou bien sur le digital une approche qui va faire que le client, le prospect, même celui qui ne connaît pas l'entreprise, aura un sentiment d'humain derrière celui qui gère les réseaux sociaux ou bien le digital. Dans mes débuts, par exemple, il y a des personnes qui ne connaissaient pas la banque. J'étais choqué de savoir que j'échangeais avec des gens qui ne savaient pas que la banque existait en Côte d'Ivoire. Je dis, mais il y a quelque chose qui cloche. Comment tu ne peux pas savoir que nous, on est là en Côte d'Ivoire? Parce que justement, les gens avaient une perception différente. Et quand j'ai vu ça, mon plan ou ma stratégie a été de faire en sorte que la perception vraiment soit différente. Qu'on ne voit pas l'entreprise comme juste pour un seul produit ou bien même qu'on ne la voit pas carrément. Il faut qu'elle soit visible, visible sur le digital, visible, on va dire quoi, sur les panneaux, visible à la télé, visible à la radio. Il faut qu'on puisse savoir que l'entreprise existe. Il faut qu'on puisse voir que l'entreprise, elle est présente, elle est proche de ses consommateurs. Elle est aussi proche de la société, parce que c'est aussi ça. Il y a le fait aussi de pouvoir avoir des types de contenus qui vont montrer que l'entreprise a aussi une valeur ou bien une responsabilité sociétale. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Est-ce que l'entreprise fait des actions sociales? Est-ce qu'elle les montre sur les réseaux sociaux? Est-ce que même les employés sont impliqués? Donc, ça fait que quand on arrive à rentrer dans ce cadre-là, on est plus froid. On devient une entreprise ou bien une banque, mais on a une présence digitale qui est plus chaleureuse. Et ça ramène du trafic, ça ramène des clients, ça ramène de l'argent à la banque. D'accord. En t'écoutant, je me suis dit, beaucoup de personnes vont se cacher derrière, je ne sais pas si je peux dire le prétexte, mais le mot réglementation, en se disant, bon, nous, on respecte la réglementation, donc on parle produit, on reste très carré, etc. J'avais la curiosité de savoir, est-ce que de ton côté, c'était plus parce que tu avais réussi à convaincre ta hiérarchie ou alors même que ta hiérarchie avait plus l'esprit ouvert par rapport justement à cette façon d'utiliser le digital selon toi? Ça a été vraiment, je dirais pas un combat, mais ça a été une suite de propositions et on va dire quoi, le fait de pouvoir montrer les résultats. Parce que c'est vrai, ce point-là, c'est un point qui est très important et c'est un point qui est présent aussi dans les institutions financières. Parce qu'il y a plusieurs entreprises ou plusieurs banques, on va dire, qui ne vont pas forcément dans ce sens-là. Parce que, comme tu l'as dit, à cause de tout ce qui est rigide, de tout ce qui est les lois, les Réglementation, oui. réglementations. Mais il faut comprendre à un moment, il faut savoir justement donner les arguments qu'il faut pour dire que on ne va pas rester en fait sur ce point-là durant toutes ces années-là. Parce que le monde évolue, les choses évoluent, les clients évoluent. La pensée n'est plus la même qu'en 1993. Les gens ont changé leur manière de réfléchir. Les gens ont changé leur manière de poser leurs actions. Les gens ont changé leur manière de faire leurs choix. Donc, si même à cause de la réglementation, on n'arrive pas à le faire, il faut, même si l'entreprise, elle est très corporate, mais elle est très institutionnelle, parce que moi, par exemple, quand je rentrais dans la banque, c'était vraiment, comme tu le dis, très institutionnel. C'était vraiment carré, carré. Tu ne pouvais même pas poster des jeux pour dire Gaba contre Pok ou Fou, mais tu vas pas poster ça. Non, mais pas du tout.
qui va te laisser poster ça. Mais justement, j'ai réussi à montrer que ces genres de publications-là, elles nous donnent de la portée organique très bonne qui permet de pouvoir jouer là-dessus. 2, elles nous donnent de l'engagement. L'engagement, ça nous donne de pouvoir avoir des nouvelles personnes, des personnes même si elles ne connaissent pas l'entreprise, la banque, et elles ne sont pas forcément intéressées par la banque, ce sont des potentiels clients. Parce que moi, par exemple, quand je fais des publications, je faisais ce genre de publications, c'était des publications qui étaient liées à un produit. Je peux te dire, par exemple, Pokofu ou bien Gaba, quel est ton choix? Et dans la bio ou bien dans les commentaires, je te mets un lien épinglé qui te ramène sur nos produits et services. Ça veut dire en fait que ce n'est pas juste parce que je veux faire des vues, mais je cherche quelque chose derrière. Et même ces personnes-là qui répondaient, elles n'étaient pas laissées au hasard. Elles n'étaient pas juste, si par exemple je dis Pokofu bien Gaba, tu choisis quoi? Il vient et dit Pokofu, c'est fini, je le laisse comme ça. Non, tu as répondu Pokofu. Ok, je reviens maintenant pour répondre à ton commentaire. Et puis on va échanger. Chaque commentaire reçoit mon commentaire. Je ne te laisse pas parler seul sur ma page. On parle ensemble. Et quand on parle ensemble, ça augmente la portée, ça augmente les vues, ça augmente les personnes qui se mettent maintenant à se connecter avec la banque. Et ça me permet, moi, par derrière, de pouvoir venir à la banque, de pouvoir venir en commentaire pour dire, c'est bien, on a fini d'échanger, par exemple. Et mon dernier mot, c'est pas que je te laisse partir, c'est est-ce que tu connais la banque? Est-ce que tu connais nos produits et services? Est-ce que tu sais que ton enfant peut avoir un compte dans notre banque? Tu vas épargner pour lui, pour son avenir. C'est-à-dire que c'est stratégique en fait. Mais tant qu'on va rester carré, on va rester institutionnel, on va rester fermé, on ne fera que poster nos produits, nos services, nos produits digitaux et tout ce qu'il faut. Sauf qu'il y a la différence de toi et moi, on fait tous la même chose. On ne fait que poster tous les mêmes produits. Et toutes les banques postent la même chose. On poste qu'on fait, on ouvre compte épargne, on ouvre compte courant, on ouvre DAT, on ouvre compte chèque, on fait ceci, on fait cela. On fait tous pareil. Mais pourquoi moi venir chez toi? Qu'est-ce qui te différencie? Est-ce que tu sais me parler, par exemple, par rapport à mon projet d'avenir? Est-ce que tu peux me dire que, par exemple, si tu viens chez moi, je peux te faire souscrire une assurance qui va te faire économiser sur 5 ans. On va veiller ensemble. On va faire en sorte que tu ne puisses pas dépenser et tout. On va t'accompagner dans ton projet. Est-ce que tu es capable de me dire que, par exemple, si moi, je t'offre 5 000 $, qu'est-ce que tu vas faire? Je te dis, par exemple, je veux tel projet et je suis capable de te dire, OK, pour tel projet, voici comment moi, je peux t'accompagner. C'est-à-dire, je suis près de toi. Je ne suis pas juste là parce que je vais parler dans le vent. Je suis proche de toi. Et chaque client, je suis proche de chaque client. Pour leur montrer que je ne suis pas une banque comme n'importe quelle banque. Je suis une banque qui s'inquiète de toi, de ton avenir, de ce que tu veux. Et je suis une banque qui est capable de t'accompagner partout où tu iras. Je suis capable de te dire, tes enfants, s'ils naissent là, tu peux commencer à économiser de 0 jusqu'à 13 ans parce qu'il pourra justement avoir une épargne sûre. Il n'y aura rien, son avenir est sûr et tout ça. Donc, ce genre de truc-là, il faut arriver à faire comprendre ça. Et même si, ou dans le pire des cas, où l'entreprise ou la banque dit, OK, c'est bien beau tout ça, il y a les chiffres, on voit, mais que voilà, voilà, mais nous, on ne veut pas. Ce n'est pas une histoire de forcer les choses. On suit la logique, on suit ce qui est, on suit l'institution et on essaie de s'adapter. On peut le faire ou on peut faire, on va dire, avoir un autre style conversationnel avec les clients en commentaire sur certains autres types de publications. Mais c'est la base et surtout quand en 2026, avec tout ce flux d'actualité, tout ce flux de contenu qui est sur les réseaux sociaux, si on veut rester encore dans ce cadre-là, ça reste, hein, je veux dire, je n'ai pas de trucs à dire, mais bon, quand même, il faut un peu de temps que ça vienne, qu'il y ait un peu de gens de publication qui vont permettre de sortir du cadre conventionnel parce que les gens ont besoin aussi de voir autre chose et puis de se connecter avec l'humain qui est derrière. Merci pour cet éclairage, hein, c'est clair et je reprends un peu les différents propos. Il y a la concurrence aujourd'hui, donc il faut absolument trouver des stratégies qui rendent en fait plus proche de la clientèle. On doit comprendre aujourd'hui que les générations de clients changent et dans tous les cas, l'automatisation devient incontournable, hein, dans les banques modernes. Maintenant, je pense que la question serait certainement de se dire ou de se demander jusqu'où est-ce qu'on peut automatiser sans détériorer l'expérience humaine. Selon toi, est-ce que l'automatisation détruit la relation client? Alors,
Comment je vais expliquer ça? En fait, ce que je peux dire, c'est que l'automatisation peut détruire si elle remplace l'écoute. Si par exemple l'automatisation est faite, généralement l'automatisation elle est bonne. Elle permet de gagner en temps, elle permet au client de pouvoir avoir des informations rapidement. Et c'est toujours bon, on veut toujours aller rapidement. Et puis, on va dire quoi? Et puis avoir gain de cause, avoir satisfaction. Mais les études même ont montré l'automatisation à un moment, elle est bonne, mais à un niveau, le client a souvent besoin de parler à quelqu'un, a besoin de pouvoir exprimer quelque chose et savoir que quelqu'un derrière l'écoute ou bien le lit et le comprend et est compatissant. Parce que c'est aussi ça. L'automatisation, par exemple, pour pouvoir avoir des informations sur nos produits et services, on peut dire, par exemple, voici le lien de notre site Internet, va dessus, tu auras toutes les informations, top, je vais, je regarde et tout. Mais je peux être là, dans un moment précis, où j'ai besoin d'être en une agence, dans une agence, et je veux juste savoir si pour ouvrir mon compte, c'est 10 000 francs, mais c'est 15 000 francs. Je t'écris, tu me dis, voici le lien. Mais laisse le lien, frère. Je veux que tu me dises là, c'est 10 000 ou bien c'est 15 000 francs. Je n'ai pas trop le temps de partir regarder. Je n'ai pas trop de temps de sortir de Facebook pour aller sur Internet pour regarder dans quelle partie est localisé sur la page l'onglet des conditions tarifaires pour ouvrir un compte. Je veux que tu me dises, est-ce que c'est 10 000 francs? Est-ce que c'est 15 000 francs pour ouvrir mon compte? Je suis là devant l'agence, mais je suis en train de venir, ou bien je suis dans les parages. Donc là, le fait de pouvoir avoir une écoute, être en mesure de parler, être en mesure de prendre le relais, fait que ça donnera aux clients, aux prospects de pouvoir dire, OK, c'est top, malgré qu'ils ont des messages automatisés, ils arrivent quand même à pouvoir parler. Ils arrivent quand même à pouvoir exprimer, ils arrivent quand même à pouvoir savoir que nous sommes des humains, que nous sommes derrière l'écran, que nous avons besoin aussi souvent de pouvoir avoir une interaction directe humaine. Donc, c'est ça en fait qui manque. Et quand on arrive à ce stade-là, la perception de l'autre, la perception du client, la perception du prospect, elle change. Elle devient une perception qui est quelqu'un ou bien qui est une entreprise, qui est une banque qui est prête pour moi, on peut le dire ainsi. Une entreprise qui peut aussi m'apporter satisfaction dans les minutes qui suivent. Mais par exemple, je veux ouvrir mon compte ou bien je veux faire une réclamation client. Voici le lien. OK, je vais sur le lien et tout. Mais je suis bloqué quelque part sur le lien. Je reviens pour poser une question. C'est encore un message automatique qui me revient pour me dire, OK, vous êtes bloqué, voici un autre lien. It doesn't make sense. Il faut que tu puisses me dire, il faut que tu puisses me guider. Quitte même à savoir si je peux t'appeler mon contact, tu peux m'appeler du numéro de la banque pour m'aider. Il y a des personnes, par exemple, qui sont illettrées. Il y a des personnes, par exemple, qui ne maîtrisent pas bien la technologie. Donc, ce n'est pas tout le temps l'automatisation qui va prendre la place. Ce n'est pas tout le temps l'automatisation qui va être le meilleur moyen de pouvoir satisfaire. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait, qu'il y a ce sujet-là. Et voici un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Ok, on va parler de l'émotion. On sait que l'émotion reste encore peu exploitée dans la communication, surtout la communication dans les entreprises, dans les banques, notamment les assurances et même les microfinances. Donc, bref, dans les institutions. Comment est-ce que, selon toi, on peut intégrer l'émotion dans une communication bancaire, par exemple? Déjà, quand on parle d'émotion, je pense directement au storytelling, raconter une histoire. Il faut avoir certaines stratégies de communication qui vont faire en sorte que le copywriting qui sera utilisé ne sera pas un copywriting forcément commercial. L'histoire racontée pour vendre un produit ou service sera vraiment capable de dégager une émotion. Il faut être en mesure de pouvoir, par exemple, faire de la vidéo, créer et publier une vidéo qui va parler au public, qui va parler aux personnes. Parce que c'est tous ces éléments-là, lorsqu'on est sur le digital, qui vont compter ou qui vont faire que je me sens, on va dire quoi, plus proche de toi ou bien connecté à toi. Et moi, c'est ce que je faisais quand j'étais en banque. J'avais différents types de communication, beaucoup de vidéos aussi, où je faisais en sorte que les personnes, ou bien les clients, ou bien même on va dire quoi, les followers, étaient impliqués dans le processus de création de contenu. Par exemple, j'avais des sujets sur lesquels je demandais aux clients et aux followers de poser des questions. Qu'est-ce qu'il veut savoir sur la banque? Qu'est-ce qu'il veut savoir, par exemple, sur nos dirigeants?
Qu'est-ce qu'il veut savoir? Il posait des questions, il remplissait un formulaire et tout. Et on préparait une émission avec leurs questions pour montrer que oui, on est là pour vous. Vous avez besoin d'informations, on va vous les donner. Vous avez besoin de savoir telle ou telle chose, on va vous les donner. Vous voulez avoir on va dire quoi, connaître le parcours de ceci, de cela. C'est toujours bon de pouvoir montrer que la banque, elle est là pour le client. L'humain est là pour le client. Nous ne sommes pas là que pour votre argent, nous sommes là aussi pour vous satisfaire en d'autres domaines, dans d'autres types. Donc, c'est ce qui va permettre de pouvoir se différencier, de pouvoir changer une perception qui va être là. Le storytelling, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment exploité. Or, c'est quelque chose qui dégage. Il faut chercher à avoir une émotion dans le contenu qu'on donne. Que ce soit un contenu vidéo, que ce soit un contenu, on va dire un article, sur par exemple LinkedIn, poster un article, que ce soit, on va dire quoi, une image, il faut qu'il y ait quelque chose qui dégage, qui se dégage. Et petit piège, justement, vu qu'on est en 2026, le petit piège qu'il y a avec l'IA, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération. C'est bien d'utiliser l'IA pour aller vite, mais il ne faudrait pas perdre de vue l'image et ce qu'on veut dégager lorsque on est en train de s'adresser. Parce qu'on va voir des banques ou des personnes qui utilisent l'IA pour pouvoir communiquer et tout, mais ça ne dégage aucune émotion. Or, le fait même de pouvoir parler avec des personnes même de la banque, que ce soit des personnes, on va dire quoi, des dirigeants ou bien des employés et tout, montre le volet humain qui est toujours présent. Et c'est ça le piège. Utiliser l'IA, mais avec parcimonie, avec tempérance et toujours mettre en avant l'humain premier, l'employé, la personne qui fait la banque. Parce qu'une personne, par exemple, qui est employée, tu mets sur la page, tu dis par exemple, ce que je faisais, c'est que je mettais par exemple sur la page des photos des employés, soit je disais des paroles, je donnais des paroles de motivation ou bien des conseils bancaires, mais c'est comme si c'est la personne, l'image de la personne, là, c'est comme si c'est la personne qui parle. Et imagine un peu une personne qui accepte d'être publiée et tout ça, qui est mise sur la page. D'abord, elle-même, elle est touchée, elle se sent honorée et tout. Deux, les personnes qui la connaissent viennent sur la page, ça devient maintenant de nouvelles personnes, un nouveau trafic. Et la personne qui partage à son réseau, ça encore augmente la portée. Donc, il faut utiliser en fait tous ces éléments-là qui vont mettre en avant le volet émotionnel, le volet que la banque est capable de dégager, le volet que la banque est capable de donner aux clients. Et même avec des types de contenus comme par exemple faire des directs live sur Facebook par exemple, et même sur les autres réseaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn et tout ça. Des types de directs qui vont se rapprocher encore plus des clients. Nous, par exemple, je faisais des directs où pendant ce direct-là, soit je posais des questions sur un événement, sur la banque, ce genre de choses-là, pour faire gagner des lots à des clients, pour faire gagner des choses. Ou bien je parlais, on va dire quoi, des projets de vie. Est-ce que dans ton projet de 5 ans, tu prévois telle ou telle chose? C'est-à-dire, il faut être au cœur, en fait, du client. Il faut être au cœur de sa vie, au cœur de ce qui tourne autour de lui. Que ce soit ses projets de vie, ses projets de mariage, ses projets d'enfants, l'éducation et tout ça, qui font que, OK, on est là, mais on est aussi proche de vous. Donc, c'est un peu tout ça qui font qu'une banque, elle a une perception qui est vraiment meilleure par rapport à d'autres. D'accord. C'est très beau, c'est très bien ce que tu nous as donné. C'est vraiment des éléments hyper concrets. On ne pourra pas se plaindre de ne pas avoir d'éléments pour renforcer justement la proximité client dont je parlais, en se cachant derrière la banque, c'est carré, il y a la réglementation, etc. Ça fait un peu plus d'une heure que nous sommes ensemble. Je vous remercie. Nous allons passer à la phase éventuellement des questions, si vous en avez. Je vous laisse ouvrir votre micro et parler, ou alors nous écrire dans le chat. Merci. Alors, il y a Percy qui dit, vous avez parlé de visibilité de l'entreprise. L'entreprise devrait être davantage visible par le public par une présence digitale chaleureuse. Sa question est donc la suivante. Que pensez-vous de la manière dont les entreprises l'utilisent actuellement, l'intelligence artificielle pour promouvoir des produits et ou services?
Michel, désolé, j'ai été déconnecté. Tu peux répondre à la question, s'il te plaît? D'accord. Alors, je disais, il y a Persif qui pose la question de savoir. Il disait, vous avez parlé de visibilité. Et donc, il dit, l'entreprise devrait être davantage visible par le public par une présence digitale chaleureuse. Sa question est donc la suivante. Qu'est-ce que nous pensons de la manière dont les entreprises l'utilisent ou utilisent actuellement l'intelligence artificielle pour promouvoir les produits ou services? Le côté humain, proximité avec le client est de moins en moins présent car peu se reconnaissent. Est-ce que c'est un problème de budget? Euh, alors, je ne peux pas me prononcer si c'est un problème de budget ou pas. Ce que je peux dire, c'est que en fait, on est tous appelés ou on sera tous appelés à un moment à utiliser l'IA pour nous aider, que ce soit de l'IA générative, que ce soit de l'IA rédactionnelle et tout ça. Mais le piège derrière, c'est de savoir comment l'utiliser et à quelle fréquence l'utiliser. Il y a les JCOM qui ont eu lieu récemment au Sofitel et j'ai participé et il y a une jeune dame qui a pris la parole et qui disait en fait que elle est dans une banque, heureusement elle n'a pas dit le nom, et ils utilisaient l'IA pour toutes les publications. Et la seule phrase qu'elle a eu à dire qu'on utilise l'IA pour toutes nos publications a soulevé tout le monde. On entendait les sans que même quelqu'un n'ait à parler, elle-même elle a eu la réponse qu'il fallait. Et l'intervenant lui a dit, on ne peut pas utiliser l'IA pour publier H24. Et même, on lui a demandé, est-ce qu'elle a réussi à sortir des statistiques pour voir un peu l'évolution de la portée, on va dire quoi, des personnes qui se connectent à la page et tout. Et on remarque en fait que depuis l'utilisation abondante de l'IA, la portée diminue. Parce qu'il faudrait qu'on se dise la vérité. C'est vrai, ChatGPT 2 même est sorti avec l'image qui est vraiment top et tout ça. Mais on est arrivé à un stade où on arrive à détecter l'IA quand on voit l'IA. Et quand on voit l'IA, on sait que c'est l'IA. Tout de suite, on se dit, mais tiens, pourquoi on ne voit que l'IA? Un, ça va diminuer la portée sur la page et toutes les statistiques le montrent, même les réseaux sociaux même le disent que l'utilisation de l'IA va diminuer la portée. Et deux, la perception qu'on a de l'entreprise va être différente. On va dire, mais, et c'est ce qui est dangereux. Parce que nous, derrière, consommateurs, on va se poser des questions, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Est-ce que l'entreprise n'a plus d'argent? Est-ce que c'est une stratégie ou bien c'est une politique? Est-ce que c'est une décision? Et quand on se pose des questions, on est hésitant. Le piège, c'est que si on est hésitant derrière, on n'a pas envie de faire le pas, de partir vers l'entreprise. On préfère aller ailleurs. Une hésitation d'un client, d'un prospect ramène la personne dans une autre entreprise, dans un autre business chez un compétiteur. Donc, moi, ce que je peux dire ou ce que je fais, ce que je conseille, c'est qu'on peut utiliser l'IA, mais vraiment de manière minime. Juste une fois en passant, et là même encore, pas forcément pour des produits, services. On peut les faire, par exemple, pour un produit d'engagement, pour un poste d'engagement, pour un poste de week-end, un truc comme cela, où ça ne nécessite pas forcément un contact ou une perception commerciale de la personne qui est derrière l'écran. Mais pour parler d'un produit service, pour parler on va dire quoi, pour montrer même le produit et tout par une vidéo, mais par une image, franchement, mieux vaut rester sur le volet humain. Et déjà, même quand on a un thème, le thème qui est de l'humaniser, il ne faudrait pas encore aller sur l'IA. Il faut rester sur l'humain. L'humain est capable de faire beaucoup de choses encore. L'IA l'aide, mais mettre l'IA en avant, mettre les photos générées par l'IA, bon, ça passe de temps en temps. Mais si ta stratégie est basée uniquement sur ça, c'est vraiment compliqué. Et ça risque de pouvoir créer un sentiment de la personne qui regarde de partir ailleurs. Surtout s'il y a des imperfections sur l'image que tu n'as pas vues. Une oreille qui est déchirée ici, un nez qui est truc. Il faudrait que, voilà quoi. Moi-même, souvent, j'utilise l'IA, mais je n'utilise pas l'IA H24. Je vais faire, par exemple, un post juste pour montrer à quoi ressemble un produit, mais pas derrière. Je mets le produit. C'est-à-dire, je te mets l'IA parce que, par exemple, je te montre un peu comment c'est, parce que aujourd'hui, j'ai pas pu faire un shooting, mais derrière, je te montre, voici le produit en temps réel. Donc, tu n'arrives pas à dire que ça, c'est l'IA, ça, c'est pas l'IA. Tu vois clairement que le produit, il est palpable, il est réel. Ou la vidéo, elle est réelle. Et tu vois maintenant comment c'est en situation réelle. Donc, c'est ce qu'il faut faire, en fait. Parce que
que ce soit même pour les publicités, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, faire la publicité même avec des images de l'IA et tout. Bon, on va voir que généralement, les gens qui regardent des vidéos et qui voient que c'est l'IA, tout de suite, ils se disent que si c'est l'IA, c'est que c'est faux. Et généralement, c'est comme ça. Moi, si je suis en train de scroller, que je vois une publicité d'un gars qui est en train de parler, que je vois c'est de l'IA qui parle dans sa vidéo, bon, moi, je passe. Tu n'es pas réel. Qu'est-ce qui me prouve que ton produit est réel? Donc, c'est ça, en fait. Voilà, c'est un peu ce que je pense de ça. Et puis, c'est mon avis sur ce sujet. Et moi, je te rejoins tout à fait, hein, dans le sens où on est dans un thème d'humanisation, du digital. Il faut rester humain. Là, aujourd'hui, on a besoin de cette proximité-là. Et la proximité à travers le digital, c'est l'humain. Nous devons utiliser l'IA, oui, de temps en temps, mais l'IA ne doit pas remplacer l'humain, en fait. Donc, moi, je te rejoins tout à fait. Je voulais chuter, moi, avec peut-être une dernière question. Dans tout ce que nous avons dit, on a parlé un peu des contenus qui permettent de renforcer la proximité. Moi, je voulais savoir, Kouri, quel est, selon toi, aujourd'hui, le rôle du conseiller bancaire? Est-ce qu'il a encore un rôle à l'ère du digital aujourd'hui? Il a un grand rôle. Son rôle n'est pas terminé. En fait, son rôle, on va dire, selon moi, a évolué. Ce n'est plus un rôle de, comment je vais expliquer ça terre à terre. Ce n'est plus un rôle de, oui, cher client, voici nos produits et services et tout ça. Les produits et services sont disponibles. On est à l'aide du digital. En un clic, ChatGPT me sort la liste des produits et services. En un clic, je peux aller sur n'importe quel IA, ton site internet, je vois tout ce que je veux savoir. Mais toi, par derrière, qu'est-ce qui a évolué chez toi? En fait, le conseiller doit évoluer avec les aptitudes qu'il faut. Les aptitudes d'empathie, les aptitudes de quelqu'un qui est devenu maintenant, on va dire, limite un coach. C'est quelqu'un maintenant qui doit arriver à pouvoir dire, OK, cher monsieur, chère madame, en fonction de ceci, en fonction de cela. Et surtout, c'est quelqu'un qui doit savoir manier la data. Très important. En 2026, un conseiller qui ne sait pas manier la data, c'est dangereux. Parce que la data va te permettre de pouvoir mieux orienter les personnes. La data va te permettre de pouvoir mieux dire ce qui est approprié à la personne qui est devant toi. Est-ce que ceci est bon pour lui? Est-ce que c'est un homme, c'est une femme qui a un enfant, qui n'a pas d'enfant, qui a une maison, qui n'a pas de maison? C'est la data. Parce que ça va te permettre de pouvoir justement, comme je l'ai dit, avoir tes attitudes là qui ont évolué et ça va te permettre de pouvoir être plus proche de la personne qui vient vers toi, être en mesure de définir exactement ce que la personne attend de toi, être en mesure de lui dire exactement en fonction de telle ou telle situation, en fonction de tel environnement, en fonction de l'économie d'aujourd'hui, en fonction de ceci, de cela. Je pense que voici ce qui est bon pour vous, voici ce qui est meilleur pour votre enfant, voici l'épargne que vous devez faire, voici, ça carrément change la perception. Et c'est toujours important d'avoir un conseiller. On ne dira pas que l'IA ou bien le digital va prendre le relais. Au contraire, ça va nous aider ou bien ça va aider le conseiller à améliorer son speech, à améliorer sa relation, à améliorer sa proximité avec le client, avec le prospect, avec celui qui vient et tout ça. Même le simple fait de pouvoir regarder le téléphone de la personne qui vient. C'est un iPhone, c'est un Android. Ah, c'est un iPhone. Ah, bel iPhone que vous avez. Est-ce que vous savez qu'avec l'iPhone, vous pouvez... Les recherches, il faut vraiment... Le rôle du conseiller, c'est vraiment... C'est un rôle digital, c'est un rôle conseiller 2.0 parce que ça permettra justement, en analysant les données, en regardant son environnement, en ne restant plus cloîtré derrière l'ordinateur, derrière l'écran, à faire tout ce qui est traditionnel, parce qu'on n'est plus à l'ère du traditionnel, on est à l'ère du digital, on est à l'ère du numérique, on est à l'ère de la révolution, de pouvoir changer, de pouvoir être différent et de pouvoir dire, OK, le conseiller qui est dans cette banque-là, il est bon, hein. Il sait parler, il sait orienter, il sait faire ceci, il sait faire cela. Donc, il est vraiment important et d'avoir un conseiller qui est à jour, qui se met à jour aussi, qui ne reste pas en arrière pendant que le monde évolue, mais aussi qui a de nouvelles aptitudes pour pouvoir être toujours opérationnel dans la banque, que ce soit dans la banque digitale ou la banque physique en présentiel. Voilà. Merci beaucoup, Kouri, pour cet échange particulièrement riche et très éclairant. On a compris à travers la discussion que le digital n'est pas le problème en lui-même,
que le véritable enjeu, en fait, réside dans la manière dont les organisations utilisent leurs outils, leur contenu, leur prise de parole pour maintenir la relation humaine de façon à ce qu'elle reste compréhensible et rassurante avec leurs clients. Et humaniser la communication est aujourd'hui, ce qu'on comprend, un levier stratégique. C'est quelque chose de très important. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Merci à André Victoire, merci à Axel Roth, merci à Dadi, merci à Meyer Morel, merci Sandrine et merci à Yannick. Nous espérons, que cet échange vous aura apporté des pistes concrètes de réflexion autour de justement la relation client digitale dans les secteurs financiers. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode de Social Media and Strategic Trust. N'hésitez pas à partager toutes les informations que vous avez retenues sur nos plateformes, LinkedIn, Digimedia Pro, TikTok également, et nous avons sur YouTube la page Digimedia Pro où vous pourrez suivre le replay. Merci beaucoup, très bonne soirée à tous et au revoir.